Voilà, et sans plus attendre, on démarre avec notre première candidate. J'appelle sur scène Sophie German. Sophie German, vous êtes passionnée depuis toute jeune par les bijoux, les pierres précieuses. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Merci. La pêche? La pêche. On peut dire ça. Elle a choisi comme sujet de thèse l'aliénation des joyaux de la couronne de France. L'origine de ces joyaux remonte à François Ier, à la Renaissance. Nous sommes au XVIe siècle. Cette collection a ensuite été dispersée par la Troisième République en 1887. Ce thème, vous qui êtes doctorante au sein de l'Institut d'Histoire et de l'Art et de Muséologie, vous l'aviez déjà choisi pour votre travail de bachelor, puis de master. Vous réalisez votre thèse sous la codirection à Neuchâtel de Pascal Griner et de Didier Nectou du côté du Louvre. Et si on voulait encore en savoir davantage sur vous, nous n'aurions qu'à regarder la vidéo que voici. Bonjour, je m'appelle Sophie German. Je suis doctorante à l'Université de Neuchâtel et à l'École du Louvre. Je réalise une thèse en co-tutelle. Je travaille sur l'aliénation des joyaux de la couronne de France. Donc, c'est le moment où les joyaux de la couronne de France ont été vendus par la Troisième République. Ça me passionne parce que je pense que dans ma famille, il y a toujours eu un intérêt pour les pierres précieuses et les bijoux. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis toute petite. Et puis, quand je suis arrivée à l'université, j'ai dû écrire un travail de bachelor et j'ai déjà écrit en fait mon travail de bachelor sur ce sujet. Et je dirais aujourd'hui, je réalise pas cette thèse dans le but d'être docteur, mais juste vraiment par passion pour le sujet, parce que j'ai eu l'occasion de partir étudier à Paris aussi, d'aller dans des archives à Paris et de consulter des archives sur le sujet. Et je suis revenue avec des milliers de photos. Et je suis particulièrement fascinée aussi par toute la symbolique qu'il y a derrière les pierres précieuses. Je participe à ma thèse en 180 secondes pour relever un défi. Parce qu'avec une amie, à la fin de l'année 2023, on s'est dit que plutôt que de prendre des bonnes résolutions, en fait, on allait faire des choses qui nous faisaient peur une fois par mois. En 2024, on s'est fixé des petits objectifs ou des petites activités qui nous font peur. Et pour moi, c'est prendre la parole en public, devant un grand public. Et donc, pour le mois d'avril, ça sera la participation à ma thèse en 180 secondes. Moi, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'arriver sur scène et alors d'être détendue, c'est un grand mot parce qu'évidemment, je sais qu'il y aura du stress, mais j'ai envie de prendre du plaisir et j'ai envie de transmettre mon sujet avec passion. Je dirais l'art parce que, évidemment, ça a été mon domaine d'études, mais avant ça, ça a surtout été une passion. Et je passe beaucoup de temps dans les ventes aux enchères. J'adore aller visiter des expositions de vente aux enchères. J'adore les objets parce que je pense que tous les objets nous racontent des histoires. Ça peut être des objets qui ont une très grande valeur, mais c'est aussi des objets personnels. On en a tous, on est tous liés aux objets. Et c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Et sinon, j'ai une petite passion un petit peu coupable pour l'astrologie, qui est, je trouve, un domaine en fait qui permet de se connaître soi-même et qui me fascine et qui est aussi dans un sens lié aux pierres précieuses parce que dans l'Antiquité, astrologie et pierres étaient associées. Je dirais peut-être la phrase de Paul Éluard qu'il n'y a pas de hasard mais que des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On a rendez-vous avec cette scène maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme chose qui vous faisait peur, par exemple? Je suis allée manger toute seule au restaurant le soir parce que ça paraît ridicule, mais j'avais peur d'y aller le soir. Je n'avais pas de problème à y aller durant la journée, aller boire des cafés toute seule, mais le soir, je n'arrivais pas. Donc voilà, petit défi relevé. Il y avait du monde dans le restaurant? Le restaurant était plein, mais c'était super. Et c'est allé? C'est très bien allé. Bravo. Sophie, un autre exemple pour le fun, une autre chose que vous avez fait qui vous a fait peur? J'ai enseigné mon premier cours de bachelor, un cours d'introduction à l'histoire du bijou au mois de janvier. J'avais jamais enseigné jusque-là, c'était beaucoup de travail et j'avais la peur d'aller devant un public. Voilà, le défi a été relevé aussi. Et c'est allé aussi? C'est allé aussi. Bravo. On revient ici à Lola Desjeunes-Rives pour la qualification de ma thèse en 180 secondes, qualification neuchâteloise. On est avec Sophie German. Sophie, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. La scène est à vous. Que faire de cet objet?
Cette question, vous vous l'êtes certainement posée lorsque vous avez reçu un cadeau que vous n'aimiez pas ou lorsque vous avez hérité d'objets de famille. Tiraillé entre la culpabilité et la superstition, vous ne savez pas quoi faire de ces objets qui vous relient à quelqu'un. Si vous avez été confronté à ce problème, alors vous avez fait l'expérience du tri familial et patrimonial. Le tri, la transmission et notre rapport au patrimoine embarrassant est quelque chose qui me fascine et c'est cela que j'étudie dans ma thèse. Imaginez cette fois-ci le casse-tête du tri familial au sein d'une nation et remplacez vos objets de famille par les joyaux de la couronne de France, les bijoux et pierres précieuses des rois de France. À la fin du 19e siècle, la Troisième République hérite de cette collection monarchique et elle se pose exactement la même question que vous avec vos objets de famille. Maintenant, représentez-vous le sacre de Louis XIV et voyez la magnifique couronne sertie de diamants qu'il porte sur la tête. Puis, rappelez-vous de cette célèbre phrase attribuée au roi Soleil, « L'État, c'est moi ». Et pensez à cette Troisième République qui s'est opposée à la monarchie et visualisez quelques 600 hommes politiques avec les diamants de la couronne de Louis XIV entre les mains. Quel cadeau empoisonné! Ces objets sont si puissants symboliquement que Louis XIV semble presque être ressuscité. En même temps, la France sans Louis XIV, ça ne serait pas vraiment la France. Et ça, la République en a bien conscience. Alors, comment va-t-elle traiter ce patrimoine embarrassant tout en légitimant son propre régime? Premièrement, elle vend aux enchères une partie des joyaux, indiquant alors que la monarchie a été liquidée. Deuxièmement, elle fond une partie des objets. C'est simple, plus de couronne, plus de monarchie. Troisièmement, elle envoie les joyaux restants dans 3 musées parisiens. D'une manière symbolique, elle met donc la monarchie en vitrine. Certains joyaux sont d'ailleurs complètement anonymisés durant les inventaires. M4849, voilà la nouvelle dénomination des émeraudes de la couronne de Napoléon III. Je vous ai parlé du patrimoine embarrassant à travers les joyaux de la couronne. Mais il y a quelques années, la ville de Neuchâtel avait le même genre de réflexion avec la statue de David de Purie. Mon sujet d'étude me permet donc d'appréhender la complexité entre l'humain, son passé et les objets qui sont les seules traces matérielles de notre histoire. Jeter, conserver, vendre, je ne me prononcerai pas quant au sort de vos objets de famille, mais ce que je peux vous dire, c'est que les bijoux et les pierres précieuses, ça ne prend pas beaucoup de place. Bravo. Bravo. C'était plutôt réussi. Sophie, dans la vidéo avant, vous aviez dit que vous vouliez vous amuser. Vous êtes amusée? Je me suis beaucoup amusée, oui. La passion pour l'histoire de l'art, comment elle est née? J'ai fait le cursus art visuel au lycée Jean Piaget et j'ai eu un prof d'histoire de l'art qui était passionné et passionnant et qui m'a transmis sa passion. C'est parfois des personnes qu'on croise qui nous dirigent dans telle ou telle direction. Bravo encore, Sophie, pour votre prestation. Merci. Sophie German.